Maman, on ne va pas se mentir, tu ne cuisines plus assez bien pour Noël. Cette année, laisse faire ceux qui savent encore. Il l'a dit comme on écrase une brindille, sans lever les yeux de son téléphone, sans même s'apercevoir que sa phrase m'avait coupé le souffle. Thomas, mon fils unique, celui que j'avais porté 9 mois, serré dans mes bras, nourri, aimé, soutenu, élevé seul après la mort de son père, et qui, ce soir-là, me regardait comme on regarde un vieux meuble trop abîmé pour qu'on le garde dans la salle principale. La cuisine était encore imprégnée de l'odeur du pot au feu que j'avais préparé. J'avais mis tout mon cœur dedans, comme toujours, mais je compris en un instant que ce n'était plus du cœur qu'il voulait, c'était de la performance. Lucie, ma belle-fille, était assise à côté de lui. Elle n'a pas levé les yeux non plus. Elle a juste soufflé, d'un ton faussement gêné. Oui, Hélène, on préfère que tout soit, comment dire, plus moderne, plus léger, plus digeste, plus digeste. Le mot a glissé comme une lame sous ma peau. Elle a ajouté, en attrapant son verre, et puis, tu te fatigues vite? Non? J'ai senti un léger frémissement dans mes doigts. Je n'ai pas répondu. Le silence, parfois, est la seule manière de ne pas s'effondrer. Thomas s'est enfin redressé et m'a regardé avec cet air condescendant qu'il n'avait jamais eu autrefois. On ne veut pas que tu te mettes la pression. C'est pour ton bien. À ton âge, les repas de fête, c'est beaucoup de travail. Et puis, il a hésité. Disons que tu n'as plus vraiment la main comme avant. Mon cœur s'est contracté, comme si une main invisible venait d'en serrer un pan entier. J'aurais voulu lui répondre qu'il ne connaissait rien à ma vie, à mes années de cuisine improvisée avec 3 francs en poche, à mes réveillons préparés seul pendant qu'il dormait avec son pyjama rouge, confiant, insouciant. J'aurais voulu lui rappeler qu'il avait grandi grâce à mes plats, mes soupes, mes tartes, mes nuits blanches. Mais je n'ai rien dit, parce que dans ses yeux, je n'étais plus sa mère. J'étais devenue une vieille, une femme qu'on met de côté parce qu'elle ralentit, parce qu'elle dérange le décor. Lucie a continué, avec un sourire trop doux pour ne pas être acide. Tu pourrais juste apporter quelque chose de simple, une salade, ou des biscuits achetés. Tu sais, rien qui demande une vraie technique. Une vraie technique. J'ai presque ri, un rire nerveux, étouffé. Thomas a repris. D'un ton tranchant. On veut un Noël impeccable, maman. Sans stress, sans complications. Un petit silence. Puis, soyons honnêtes. Même toi, tu dois sentir que tu n'es plus aussi capable. Ce mot-là a frappé la table comme une gifle. J'ai baissé les yeux vers mes mains qui avaient nourri cette famille, réparé leurs vêtements, porté leurs maladies, accompagné leurs peurs. Mes mains légèrement ridées, certes, mais encore fermes, encore vivantes, encore aimantes. C'est à ce moment-là qu'un déclic presque imperceptible s'est produit en moi. Un minuscule point de rupture, un battement différent, une ouverture. Je me suis levée lentement, pour cacher la douleur dans mes genoux. Ma dignité, elle, ne tremblait pas. Très bien, ai-je dit doucement. Je comprends. Ils ont échangé un regard satisfait. Ils croyaient avoir gagné quelque chose. Mais ils ne savaient pas qu'en cet instant précis, je venais de m'évader intérieurement, comme une femme qui comprend que la cage n'a jamais été verrouillée et qu'elle avait juste oublié qu'elle pouvait en sortir. Je me suis dirigée vers le vestibule, j'ai attrapé mon manteau. Ma main touchait encore la poignée de la porte quand Thomas a lancé, d'un ton banal. « Tu ne m'en veux pas, hein? C'est juste que les choses changent avec l'âge. » Je me suis arrêtée, le souffle court, le cœur serré. Je me suis retournée. J'ai plongé mon regard dans le sien, et j'ai murmuré « Oui, mon fils, les choses changent avec l'âge. Et parfois, ce sont les mères qui ouvrent enfin les yeux. » Il n'a pas compris. Il ne pouvait pas comprendre. Pas encore. Mais moi, ce soir-là, je venais de faire une promesse silencieuse. Il m'avait servi l'humiliation. Je lui servirais autre chose, la vérité. Et ce repas-là, il ne serait pas digeste. Avant que mon fils ne me dise que je ne cuisinais plus assez bien, avant que son regard ne glisse sur moi, comme sur un objet devenu insuffisant, il y avait une autre vie. Une vie simple, faite de gestes lumineux, de rires de famille, de saveurs qui remplissaient la maison. Une vie où la cuisine n'était pas un test, mais un langage. Mon langage. Je suis née dans un petit village près de Périgueux, dans une maison modeste où la cuisine était le cœur battant du foyer. Ma mère cuisinait comme on respire,
sans y penser, sans se vanter, sans jamais se plaindre. Elle n'avait ni grands moyens, ni livre de recettes, mais elle avait les mains. Des mains capables de transformer un reste de légumes en soupe miraculeuse, un morceau de pain rassis en dessert pour les jours tristes. C'est elle qui m'a appris que la cuisine est une manière d'aimer. Quand tu fais mijoter quelque chose, tu gardes les gens vivants, disait-elle. Je ne savais pas encore à quel point cette phrase deviendrait vraie pour moi. À 10 à 8 ans, j'ai rencontré Pierre, l'homme qui allait devenir mon mari. Il travaillait à Bordeaux comme menuisier, et il avait ce sourire rare, celui des hommes qui savent réparer non seulement les meubles, mais aussi les âmes. Nous nous sommes mariés un été où le soleil semblait ne jamais vouloir se coucher. Nous avons emménagé dans un petit appartement du quartier Saint-Augustin, un endroit sans charme particulier, sauf que c'était le nôtre. Les premières années de mariage furent tissées de petits bonheurs. Les cafés du matin, les promenades sur les quais, les soirées à refaire le monde dans notre cuisine minuscule. Cette cuisine, ma première, était trop étroite pour deux, mais parfaite pour une femme amoureuse. J'y passais des heures à préparer des plats qui n'étaient jamais vraiment réussis, mais toujours mangés avec enthousiasme par Pierre. Il disait souvent « Tu cuisines avec ton cœur, c'est pour ça que je n'ai jamais faim ailleurs ». Ce compliment m'a porté pendant des décennies. Puis Thomas est arrivé. Mon fils, mon unique enfant. Il est né un matin froid de février, alors que la neige menaçait mais ne tombait pas. Quand je l'ai tenu pour la première fois, j'ai senti qu'un morceau de mon âme venait de changer de place. Je n'étais plus seulement une femme. J'étais devenue une mère. La cuisine a pris un autre sens. Je ne cuisinais plus seulement pour nourrir, mais pour protéger, pour rassurer, pour créer une maison autour de ce petit garçon, les purées maison, les compotes, les petits pots improvisés. Tout était fait de mes mains. Je me levais la nuit pour surveiller la cuisson d'un bouillon quand il était malade, pour faire infuser du thym quand il toussait, pour préparer sa soupe préférée avant un examen. Je n'ai jamais rechigné à la tâche, parce que dans chaque casserole, je mettais une part de moi. Et cette part, il la prenait sans le savoir. Quand Thomas avait 8 ans, Pierre est tombé malade. Une maladie du cœur, brutale, injuste. 6 mois plus tard, il était parti. Je me souviens encore de cette nuit où j'ai préparé une soupe pour deux et où j'ai compris que je la mangerais seule. C'est dans la cuisine que j'ai pleuré le plus. Pas parce que la pièce était plus triste qu'une autre, mais parce que c'était là que Pierre vivait encore. Dans un couteau qu'il avait réparé, dans une étagère qu'il avait fixée, dans une chaise qu'il avait huilée. La cuisine est devenue ma forteresse. Et c'est elle qui m'a gardé en vie. Thomas, lui, avait changé. L'adolescence l'avait rendu renfermé, dur parfois, plein de colère silencieuse. Je me disais que c'était normal. Il avait perdu son père trop tôt. Alors j'ai donné encore plus de plats préparés avec amour, encore plus de patience, encore plus de nuits blanches. Il n'a jamais su tout ce que je faisais, et c'est normal. Les enfants ne savent pas. Ils vivent portés par les mains invisibles de leur mère, jusqu'au jour où ces mains ne conviennent plus. En grandissant, Thomas s'est éloigné. Pas physiquement, mais autrement. Sa réussite professionnelle a gonflé son ego. Sa relation avec Lucie l'a rendu plus exigeant, plus critique, plus distant. Mais chaque Noël, il revenait à la maison. Et chaque Noël, je préparais son plat préféré. Une dinde farcie aux champignons et aux marrons. Une recette que Pierre adorait. Une recette héritée de ma mère. Une recette qui faisait briller les yeux de Thomas lorsque, petit, il soulevait le couvercle du plat en s'exclamant « Maman, tu es la meilleure cuisinière du monde ». J'aurais cru ces mots inoubliables, inscrits en lui, ancrés quelque part. Mais les années passent, les mémoires changent, et les enfants deviennent des adultes qui oublient d'où vient leur force. Ce soir-là, quand il m'a dit que je ne cuisinais plus assez bien, j'ai senti tout ce passé remonter. Les nuits passées à veiller, les anniversaires préparés à la hâte, les Noëls où je cuisinais pour qu'il se sente encore enfant, malgré l'absence de son père, les repas improvisés pour qu'il ne manque jamais de rien. Tout cela balayé d'un revers de phrase. Mais ce passé n'était pas mort. Il vivait encore en moi. Il me donnait une force insoupçonnée. Alors, quand il m'a dit qu'il voulait un Noël impeccable, j'ai su une chose. Ce Noël, il l'aurait. Mais pas celui qu'il imaginait. Je ne lui cuisinerais peu, être plus son plat préféré. Mais je lui servirais autre chose. Un plat qu'il n'oublierait jamais. La vérité. Les humiliations ne commencent jamais par un coup sec. Elles s'installent d'abord comme une poussière visible, un grain après l'autre, jusqu'à recouvrir tout ce qu'il y avait de doux. Avec Thomas et Lucie,
Tout avait commencé ainsi, par des détails minuscules. Des gestes, des mots, des silences trop lourds. Dans les premiers temps, je n'y avais pas prêté attention. On ne voit pas un mur se fissurer quand on y vit trop près. Je me souviens de la première fois où j'ai senti quelque chose glisser. C'était un dimanche de printemps. Ils étaient venus manger chez moi. Comme avant. J'avais préparé un gratin dauphinois, la recette que Thomas aimait tant. Mais ce jour-là, Lucie avait poussé l'assiette du bout de sa fourchette, d'un air bourré de délicatesse feinte. « C'est très traditionnel », avait-elle dit. « Un peu lourd peut être. Tu sais qu'on mange plus léger maintenant, Hélène. » J'avais souri. Un sourire humble, d'ancienne génération. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était effrité. Thomas, lui, avait ajouté avec un rire nerveux. « Tu sais, maman, tu pourrais essayer une version plus moderne, avec moins de crème. Ou juste acheter un plat préparé, ça serait plus simple, non ? Simple, pratique. Digeste, les nouveaux mots du mépris. Ce jour-là, j'avais mis cela sur le compte de la tendance, de la jeunesse, de leur vie pressée. Je n'avais pas voulu y voir une blessure. Mais les blessures reviennent toujours. Quelques semaines plus tard, ils m'avaient invité chez eux. Lucie avait refait la décoration de leur salon. Du beige, du blanc, du vide. Un appartement où la moindre trace d'humanité semblait déplacée. En entrant, je m'étais baissée pour enlever mes chaussures. Lucie s'était précipitée. « Oh non, laisse. Tes semelles. Enfin, elles sont un peu sales, mais j'ai mis un tapis exprès. Je nettoierai après. » Ce exprès m'avait transpercé. Comme si mon passage nécessitait une préparation spéciale. Comme si j'étais une contrainte. Thomas n'avait rien dit. Il avait simplement serré les lèvres, comme gêné que j'ai entendu. Puis il y eut les réflexions sur ce que je cuisinais. Toujours subtil, mais toujours bien placé. « Tu mets encore autant de beurre ? Oh, maman, personne ne mange ça maintenant. Tu sais, on a goûté un plat incroyable chez des amis. Très simple, très raffiné, très tendance, très. » Le mot revenait sans cesse. Moi, j'étais devenue trop ancienne, trop lente, trop riche en crème, trop peu moderne. Et eux étaient très. Je me souviens particulièrement d'un samedi. Thomas m'avait demandé de garder leur petite fille, Zoé, chose que j'acceptais toujours avec joie. J'étais en train de préparer des crêpes quand ils sont rentrés plus tôt que prévu. Lucie, en posant son sac, avait reniflé l'air. Des crêpes, avec du sucre et du beurre. Tu sais que Zoé doit éviter ce genre de choses. Sa voix s'était élevée comme un signal d'alarme. J'ai senti la petite se crisper. Elle n'en a mangé qu'une, ai-je répondu doucement. Une de trop, a rétorqué Lucie. Thomas, lui, regardait la poêle encore chaude. Ce n'était pas du jugement dans ses yeux. C'était pire. De l'ennui. Comme si ce que je faisais, ce que j'avais toujours fait, n'avait plus la moindre valeur. Les humiliations devinrent un rituel, un filigrane de leur présence. Quand je proposais de préparer un dessert, « Non merci, ça ira, on évite les choses lourdes. » Quand je parlais de mes recettes d'autrefois, c'était une autre époque, maman. Quand j'évoquais un de nos Noëls d'avant, oui, mais aujourd'hui on fait différemment, toujours différemment, comme si le passé était une tâche à effacer. Et puis il y eut ce jour où Thomas a sorti son téléphone en pleine conversation, sans même s'excuser. Il a continué à faire défiler son écran alors que je parlais de la tarte aux pommes de sa grand-mère, celle qu'il adorait étant enfant. Quand il a enfin levé les yeux, il a dit « Pardon, maman, je t'écoutais à moitié. Tu disais quoi ? » Ce n'était pas de la méchanceté. C'était pire. De l'indifférence. Pure, tranchante, inconsciente. Cette indifférence qui marque la fin d'une écoute, la fin d'une considération, la fin d'une relation équilibrée. Je commençais à comprendre, mais je refusais encore de voir la vérité en face. Mon fils me mettait lentement de côté. Pas brusquement, pas violemment. Non, il me rangeait. Comme on range un plat ébréché, dont on ne se débarrasse pas tout à fait, mais qu'on n'utilise plus jamais. La dernière petite humiliation, celle qui m'a préparée au choc du repas de Noël, s'est produite juste une semaine avant. Thomas avait passé me voir à l'improviste. Il avait ouvert mon frigo et dit, mi-amusé, mi-attristé. « Mais, tu cuisines encore comme avant. Avec ces produits-là, c'est normal que ce soit, il chercha le mot, dépassé. Il avait dit, dépassé, comme on dit, foutu. J'ai souri. Un sourire que seules les mères comprennent. Un sourire de façade, un sourire pour ne pas pleurer, un sourire qui dit,
Continue, mon fils. J'entends chaque mot. Et un jour, je répondrai. Je ne savais pas encore comment, ni quand, mais je savais une chose. Un jour, je servirai autre chose que des plats. Je servirai la vérité. Et cette vérité-là, ni Thomas, ni Lucie, ne la digéreraient facilement. Il existe toujours un moment où la douleur, même ancienne, même silencieuse, cesse d'être supportable. Un moment où un détail minuscule en apparence fait éclater tout ce que l'on avait tenu serré au fond de soi. Ce moment, pour moi, est arrivé un mardi matin de décembre, 2 semaines avant Noël. J'étais allée chez Thomas pour apporter un pull que j'avais tricoté pour Zoé. Un pull rose pâle, doux comme un souffle, fait de mes mains, point par point, pendant des soirées d'automne, où je pensais à elle pour ne pas penser à la solitude. J'avais mis un ruban autour, comme un cadeau plein de tendresse. Quand j'ai sonné, c'est Lucie qui a ouvert. Elle m'a regardé comme on regarde une mauvaise surprise. « Oh, bonjour Hélène. Thomas n'est pas là. Tu aurais dû prévenir. » Son ton était sec, mais ce n'était pas cela qui m'a frappé. Ce qui m'a troublé, c'est la façon dont elle jetait sans cesse des coups d'œil derrière elle, vers le salon, comme si quelque chose ne devait pas être vu. « Je voulais juste déposer ça pour Zoé, » ai-je dit en lui tendant le pull. Elle ne l'a même pas touché. Elle a plissé les yeux. Elle a déjà trop de vêtements. Tu accumules des choses inutiles, Hélène. C'est encombrant. Tu devrais te concentrer sur d'autres activités pour ton âge. Pour ton âge, encore ce rappel brutal, presque mécanique, comme un marteau piquant sur la même pierre. J'ai serré mes mains pour ne pas les laisser trembler. Je pensais que ça lui ferait plaisir, ai-je répondu calmement. Lucie a soupiré. Puis, comme si elle accomplissait une corvée, elle a finalement pris le pull du bout des doigts avec une expression de dégoût mal dissimulée et l'a posé sur un meuble d'entrée. Et c'est là que je l'ai vue, la poubelle, presque fermée, avec, juste derrière le couvercle, le bord d'un petit vêtement rose, exactement de la même couleur que celui que je venais d'offrir. Mon cœur s'est arrêté. J'ai soulevé légèrement le couvercle. À l'intérieur, un autre pull que j'avais tricoté pour Zoé quelques mois plus tôt, jeté là, sans vergogne, comme si mes heures de travail ne valaient rien, comme si ma tendresse pouvait se jeter. Lucie m'observait. Elle n'était même pas gênée, juste exaspérée que j'ai découvert ce qu'elle aurait préféré garder sous silence. Hélène, il faut accepter que certaines choses ne sont plus adaptées. On ne va pas garder tout ce que tu donnes. Ce n'est pas grave. Ne dramatise pas. Ne dramatise pas. Ce mot-là, ce ton-là, ils ont brisé quelque chose en moi. Pas le pull, pas la politesse. Mais cette ligne invisible qui sépare l'affection de l'humiliation. J'ai refermé doucement la poubelle. « Où est Thomas ?» ai-je demandé, la voix froide. « Au bureau. » Et puis, elle a croisé les bras, puis a ajouté. « Tu ne peux pas débarquer comme ça n'importe quand. Ça dérange. Ça crée du désordre. Du désordre. » C'est ainsi qu'elle me voyait, moi. Un désordre ambulant, une source de gêne. Une mère qu'on range, qu'on trie, qu'on jette comme un objet encombrant. Je me suis dirigée vers la cuisine pour y poser mon sac, malgré son désaccord visible. C'est alors que j'ai remarqué sur le plan de travail un petit carnet ouvert. Le carnet de Thomas. Je m'en souvenais. C'était celui où il prenait des notes pour organiser les fêtes. Je n'avais pas l'intention de le lire. Mais une phrase, écrite en gros au milieu d'une liste, m'a glacée, éviter que maman cuisine trouver une excuse. Une excuse. Pour m'écarter. Pour me faire taire. Pour m'effacer du tableau familial. En dessous, d'autres lignes. Déléguer les plats à Lucie. Lui demander d'apporter quelque chose de simple. Prévoir un plan B si elle insiste. Alibas projet. Un plan B. Comme si j'étais un problème à anticiper. J'ai senti mes entrailles se nouer. Je me suis appuyée contre le mur pour ne pas vaciller. Lucie a arraché le carnet de mes mains. « Tu n'avais pas à regarder ça. C'est privé. Je ne comptais pas le lire, » ai-je murmuré. Mais il était là. Ouvert. Et maintenant je sais. Son regard a changé. Moins d'agacement. Plus de peur. Comme si elle avait réalisé que j'avais vu trop loin. Trop profond. « Thomas voulait juste éviter que tu te fatigues, » a-t-elle insisté. J'ai souri. Un sourire lent. Un sourire qui ne trompe pas. Non, Lucie. Il voulait éviter que j'existe. Elle a ensuite prononcé la phrase de trop. La phrase qui a terminé de faire basculer mon monde. Ce Noël doit être parfait. Et la vérité juste encaissée. Ce soir-là, j'ai compris une vérité brutale. Si je ne changeais rien, il finirait par m'effacer complètement. Alors j'ai commencé à chercher des informations,
Pas sur Internet, je n'ai jamais aimé cet océan de mensonges et de distractions, mais auprès de personnes réelles. J'ai appelé Nathalie, une amie d'enfance devenue assistante juridique. Je lui ai parlé vaguement de tensions familiales, sans entrer dans les détails. Elle m'a expliqué certaines choses. Mes droits, mes options, mes protections. Sa voix calme m'a fait du bien. Elle m'a dit une phrase qui a résonné en moi toute la journée. Hélène, tu n'es pas obligée d'accepter ce qu'on te fait subir, même si ce sont tes proches. Puis je suis passée à la librairie et j'ai acheté un livre sur les relations toxiques. Je lisais à petite dose, comme on avale un médicament dont on connaît l'amertume mais aussi la nécessité. Chaque page renforçait une idée. Je devais agir. Pour moi, pour ce qu'il restait de ma dignité, pour rappeler à mon fils qu'une mère n'est pas un chiffon qu'on met de côté. J'ai continué à écrire dans mon carnet. J'ai rempli des pages entières, des dates, des phrases exactes, des gestes, des humiliations, tout, comme un dossier de vérité. Et plus j'écrivais, plus je sentais que je n'étais plus dans la plainte. J'étais dans la préparation à quelque chose d'inévitable, quelque chose de froid, de juste, de silencieux. Au bout d'une semaine, j'ai rangé mon carnet dans le tiroir de ma table de chevet. J'ai éteint la lumière. Et avant de m'endormir, j'ai murmuré « Thomas, cette année, tu auras le Noël que tu mérites. Pas un Noël cuisiné, pas un Noël d'excuses, pas un Noël soumis, un Noël où je lui servirai enfin l'unique plat qu'il n'avait jamais goûté. La vérité, la décision ne s'est pas imposée d'un coup. Elle s'est construite, lentement, comme un tissu qu'on tisse point après point. Mais une fois prise, elle ne m'a plus quittée. Je savais que cette année, je ne cuisinerais pas pour Noël. Je préparerais autre chose. Un plat que Thomas et Lucie ne pourraient ni refuser, ni ignorer. La vérité. Et pour cela, il me fallait être méthodique. Le lundi matin, j'ai pris mon manteau, mon sac et mon carnet bleu. Je me suis rendue chez Maître Delmas, un notaire que Pierre et moi avions consulté il y a des années pour notre maison. L'étude n'avait pas changé. Même façade en pierre claire, même vitres légèrement opaques. Même odeur de cire et de papier ancien. Quand il m'a vu entrer, il a levé les yeux, surpris. « Madame Girard ? Quel plaisir de vous revoir. Qu'est-ce qui vous amène ?» Je me suis assise en face de lui. Et pour la première fois, j'ai raconté. Pas tout, pas les humiliations du quotidien, mais l'essentiel, le rejet, le mépris, la volonté de me mettre à l'écart, et cette petite phrase écrite par mon fils. Éviter que maman cuisine trouver une excuse. Maître Delmas a écouté sans m'interrompre. Puis il a posé ses lunettes sur son bureau. « Hélène, vous avez raison de prendre les devants. Les tensions familiales peuvent devenir dangereuses quand on ne s'y attend pas. Que souhaitez-vous faire ? Que souhaitais-je faire ? Tout et rien à la fois. Je voulais me protéger. Je voulais qu'ils comprennent. Je voulais retrouver ma dignité. J'ai inspiré profondément. Je souhaite mettre mes affaires en ordre. Vos affaires ? Oui. Ma maison, mon compte. Mes économies, et mon testament. » Il a hoché la tête, très lentement. « Je comprends. Vous voulez reprendre le contrôle. Le contrôle. Oui. » Ce mot résonnait enfin juste. Les jours suivants ont été un mélange étrange de douleur et d'efficacité silencieuse. Je me suis rendue à la banque. J'ai ouvert un compte séparé, dont Thomas n'avait pas connaissance. J'y ai transféré une partie de mes économies, celles que j'avais mises de côté pour les coups durs. Il semblait que le coup dur était arrivé. La conseillère bancaire, une jeune femme douce nommée Chloé, m'a demandé « Vous souhaitez que quelqu'un d'autre ait procuration ?» J'ai souri. « Non, personne. Ce compte est pour moi, juste pour moi. » Elle m'a regardé avec un respect silencieux, peu. Être qu'elle avait reconnu dans mes yeux quelque chose qu'elle avait déjà vu chez d'autres femmes de mon âge. Le moment où l'on cesse d'être invisible. Ensuite, j'ai appelé Nathalie, mon amie assistante juridique. Elle m'a aidé à rédiger une lettre simple mais essentielle. Un document où je précisais que je ne voulais ni aide, ni gestion, ni intervention de la part de Thomas ou de Lucie pour mes décisions personnelles. Rien de conflictuel. Juste une phrase claire, solide, légale, une frontière. Puis nous avons parlé de ce fameux carnet de Thomas, celui où il organisait mon effacement. Elle m'a conseillé de noter la date, de décrire la scène, d'archiver chaque mot exact. Ce ne sont pas des preuves pour un tribunal, a-t-elle dit, mais ce sont des preuves pour toi, pour ta mémoire, pour ton respect de toi-même. Tu as besoin de voir noir sur blanc ce qu'ils t'ont fait.
Je la remercie encore aujourd'hui pour sa justesse. C'est ainsi que j'ai rempli des pages entières. Un dossier, un inventaire de vérité, froid, précis, implacable. Puis est venu le moment le plus difficile. La mise en vente de ma maison de famille. Cette maison, celle où j'avais élevé Thomas, celle où j'avais vécu avec Pierre, celle où j'avais ri, pleuré, espéré. Mais je savais désormais que si je restais à Bordeaux, dans cette maison saturée de souvenirs, je resterais aussi à portée de leurs humiliations. Je resterais un meuble, un témoin gênant, une mère qu'on consulte quand ça arrange. Non, ce temps-là devait finir. L'agent immobilier, un homme discret, a parlé avec douceur, comme s'il avait compris ma décision sans que je l'explique. « Vous voulez vendre rapidement, madame ?»« Oui. Et où souhaitez-vous aller ensuite ? Quelque part où je suis attendue. Ou au moins, respectée. » Je crois qu'il a compris, sans poser de questions. En parallèle, je travaillais mon plat, pas en cuisine. Non, en silence. Je préparais ce que je dirais à Noël. Pas un discours, pas une scène, mais une vérité. Pure, coupante, incontestable. Je devais choisir les mots avec soin. Les mots justes, les mots qui frappent sans crier, les mots qui réveillent. J'ai écrit plusieurs versions dans mon carnet, puis j'ai tout effacé. Trop agressif, trop doux, trop explicatif, trop long. J'ai fini par comprendre que je n'avais pas besoin de beaucoup de phrases, seulement d'une vérité, une seule, bien servie, au bon moment. Et Noël approchait. Je n'avais pas prévu de revanche spectaculaire. Je ne voulais pas me rabaisser à leur niveau, ni m'emporter, ni humilier qui que ce soit. Je voulais simplement qu'ils me voient, qu'ils m'écoutent, qu'ils comprennent ce qu'ils avaient fait, et qu'ils découvrent que je n'étais pas la femme fragile qu'ils croyaient manipuler. J'étais prête. Je savais que je n'irais pas à Noël les mains vides. Je n'apporterais ni dinde, ni dessert, ni biscuits. Non, j'apporterais la vérité, et elle serait servie froide, implacable, parce que certains plats ne se réchauffent plus. Noël approchait avec son cortège habituel de vitrines illuminées, de chansons trop sucrées et de familles pressées. Mais cette année, je marchais dans Bordeaux avec une étrange sensation d'équilibre, comme si, pour la première fois depuis longtemps, mes pas appartenaient à quelqu'un de debout, à moi. J'avais pris ma décision. J'irai au dîner de Noël. Je n'apporterai rien de lourd, rien de traditionnel, rien de dépassé, pas un plat, pas un dessert, pas un cadeau. J'apporterai ce qu'ils m'avaient refusé, le respect de moi-même, et une vérité qu'ils étaient loin d'imaginer. Le soir du réveillon, j'ai enfilé un manteau que Pierre m'avait offert pour nos 10 ans de mariage. Un manteau en laine anthracite, simple mais élégant. J'ai laissé mes cheveux détachés, comme autrefois, et j'ai glissé mon carnet bleu dans mon sac. Le carnet où tout était noté. Les remarques, les humiliations, le pull jeté, le carnet de Thomas, et surtout ce que j'avais appris en silence. Car oui, j'avais appris quelque chose qu'il ne pourrait pas digérer. En préparant mes affaires avec le notaire, j'avais aussi demandé certains documents concernant une situation financière appartenant à mon défunt mari. Une vieille histoire que j'avais laissée de côté. Et en fouillant, j'avais découvert une vérité que Thomas ignorait et que Lucie aurait préféré que je ne découvre jamais. Une vérité que je m'apprêtais à servir ce soir-là. Quand j'ai sonné chez eux, Thomas a ouvert la porte avec un sourire gêné. « Maman, tu es venue ?» J'ai répondu, « Évidemment. » « C'est Noël. » Lucie est arrivée derrière lui, apprêtée comme pour un gala, un sourire trop large pour être sincère. « Hélène, tu n'as rien apporté ?»« Non, » ai-je répondu calmement. « Tu m'as dit de ne rien préparer. » Alors j'ai suivi les instructions. Elle a pâli légèrement. Thomas s'est éclairci la gorge. « Entre, maman. On va passer une bonne soirée, d'accord ? » « Une bonne soirée. » J'ai souri. Il n'avait aucune idée. Le salon était décoré avec goût. La table brillait de 1000 reflets. La famille de Lucie était là, déjà installée. Je me suis assise en silence pendant qu'ils discutaient, riaient, se servaient du champagne. Je les écoutais parler de choses légères, de leurs vacances, de leurs projets. Personne ne m'a demandé comment j'allais. Personne ne s'est tourné vers moi pour m'inclure. J'étais présente, mais invisible. J'avais l'habitude. Mais ce soir-là, le silence ne me blesse pas. Il me préparait. Quand vint le moment de s'installer à table, Thomas a pris la parole pour faire un petit discours. Il aimait se donner des airs d'homme important. Merci à tous d'être là. Noël, c'est la famille, la chaleur, la modernité dans la tradition. Il m'a regardé et a ajouté,
Et parfois, la nécessité d'alléger les choses pour ceux qui fatiguent plus vite. Un sourire a circulé parmi les invités. Une de ces sourires complices qu'on partage entre adultes raisonnables. J'ai senti une chaleur sourde monter en moi. Mais je l'ai contenue, parce que je savais que celui qui doit frapper, frappe calmement. Quand le dernier plat a été servi, un repas léger, évidemment j'ai posé ma serviette sur la table. Thomas. J'aimerais dire un mot. Un silence immédiat, presque inquiétant. Lucie m'a lancé un regard qui disait « Ne fais pas de scène, Hélène ». J'ai souri intérieurement. La scène, ce n'était pas moi qui la préparais. C'était leur vie. Je n'ai pas apporté de plat, ai-je dit lentement. Ce n'est pas grave, a coupé Thomas. On voulait un dîner moderne cette année. Non, l'ai-je interrompu. Je n'ai pas apporté de plat parce que j'ai apporté autre chose. J'ai sorti de mon sac une enveloppe soigneusement pliée. Le bruit du papier a attiré tous les regards. Lucie a blêmi instantanément. Je l'ai vue baisser les yeux. Elle savait exactement ce que contenait l'enveloppe. J'ai ouvert les vieux dossiers de ton père, ai-je dit doucement. Et j'y ai trouvé quelque chose que je ne connaissais pas. Les invités regardaient, fascinés. Thomas fronçait les sourcils. De quoi tu parles, maman? J'ai ouvert l'enveloppe et posé les papiers sur la table. Le prêt contracté par Lucie, il y a 3 ans. Celui que tu as remboursé pour elle en pensant qu'il s'agissait d'un coup dur lié à son travail. Lucie a blêmi davantage. Elle tremblait. Ce prêt n'avait rien d'un accident. Ai-je continué? Il s'agissait d'un compte personnel que ton père avait ouvert pour toi, Thomas, quand tu étais petit. Un compte secret. Un compte que seule une personne mal intentionnée aurait pu vider sans que tu le saches. Le visage de mon fils s'est figé. Il est devenu blanc, puis rouge, puis livide. Tu... Quoi? J'ai parlé calmement, sans hausser la voix. Lucie a falsifié une autorisation. Elle a signé en ton nom. Elle a pris cet argent, et elle t'a menti. Un silence absolu, un silence coupant, un silence qui pesait plus lourd que toutes les humiliations qu'il m'avait infligées. Lucie s'est levée brusquement. Elle ment, elle invente, elle veut détruire notre famille. J'ai glissé le rapport du notaire vers Thomas. J'ai vérifié. Tout est là, avec les dates, les signatures, les retraits. Thomas a pris les papiers. Ses mains tremblaient. Il lisait. Plus il lisait, plus il défaillait. Lucie pleurait, puis criait, puis jurait. Moi, je ne bougeais pas. Je ne disais rien. Je les regardais simplement, sans colère, sans triomphe, sans pitié, juste avec la vérité. Et la vérité les détruisait. Quand enfin Thomas a levé les yeux vers moi, ils étaient remplis de honte, de compréhension et de quelque chose qui ressemblait à du regret. « Maman » a-t-il murmuré, « tu voulais un Noël impeccable. » Ai-je répondu doucement. « Alors je t'ai servi ce que tu méritais. » Je me suis levée. La vérité. Servie froide. Ils n'ont rien pu digérer ce soir-là. Pas la vérité. Pas leur honte. Pas ce qu'ils avaient fait. Et moi, je suis partie. Silencieusement, sans me retourner, parce que parfois, le silence est la seule victoire. Je suis sortie de chez eux sans claquer la porte. La nuit de Noël était froide, mais pas plus froide que l'atmosphère que je laissais derrière moi. Les lumières du quartier scintillaient encore, presque inconscientes du chaos silencieux qui venait d'éclater dans cet appartement immaculé. Je marchais lentement. Je n'avais pas besoin de me presser. La vérité, elle, venait de frapper à une vitesse que même le vent n'aurait jamais pu atteindre. Derrière moi, j'ai entendu des voix monter, des éclats étouffés, des pleurs, puis un cri de femme. Lucie. Je n'ai pas eu besoin de revenir sur mes pas. Je savais exactement ce qui se passait. Dans l'heure qui a suivi, mon téléphone a sonné plusieurs fois. Je ne l'ai pas regardé. Je voulais savourer ce silence étrange, pas un silence de solitude, mais un silence d'espace retrouvé. Je suis rentrée chez moi, j'ai fait couler de l'eau chaude dans la bouilloire, et j'ai bu une tisane en regardant la vapeur monter comme une fumée d'après-guerre. Je venais de livrer une bataille, mais ce n'était pas moi qui avais perdu. Je suis allée dormir tard, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi profondément, sans cauchemar, sans nostalgie, sans regret. Le lendemain matin, il était près de 8 heures lorsqu'on a sonné à ma porte. Un coup, 2 coups, 3 coups, pressé, hésitant, presque suppléant. J'ai ouvert. Thomas se tenait là, pâle, défait, les yeux gonflés, le visage d'un homme qui a vu sa vie se fissurer en une nuit. Il a entrouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Je l'ai invité à entrer.
Il s'est assis en face de moi, comme un petit garçon puni. Ce rôle-là, je n'aurais jamais voulu lui imposer. Mais ce n'était pas moi qui l'avais choisi. C'était la vérité. Maman. A-t-il finalement soufflé? Oui, c'est vrai. Il a passé une main sur son visage. Tout ce que tu as dit hier, c'est vrai. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je le regardais, calmement, sans colère, sans satisfaction malsaine. Lucie a avoué? Ai-je demandé. Il a hoché la tête. Elle a dit qu'elle avait peur. Peur que je gère mal l'argent, peur d'être dépendante. Elle a inventé une histoire. Elle a menti, m'a menti, pendant des années. Un long silence a suivi. Un silence lourd, rempli non plus d'humiliation, mais de prise de conscience. Maman, je suis tellement désolée pour tout le reste aussi. Pour les repas, pour les remarques, pour... Il a secoué la tête. Je n'aurais jamais dû te traiter comme ça. Je l'ai laissé parler. Je savais qu'il avait besoin de vider cette honte, cette culpabilité, mais je savais aussi que la blessure était profonde et qu'elle ne guérirait pas en une seule conversation. Tu n'as pas été le seul responsable, ai-je finalement dit. Si, maman. Non. J'ai posé ma main sur la table. Tu as laissé quelqu'un d'autre décider pour toi. C'est ça, ton erreur. Pas ton manque d'amour, ton manque de courage. Cette phrase l'a touché. Je l'ai vu dans ses yeux. Soudain, il a murmuré. Elle est partie chez sa mère. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas été soulagée non plus. Simplement, j'ai compris que la machine était lancée. Dans les jours qui suivirent, leur foyer explosa littéralement. Les messages que Thomas m'envoyait étaient courts, souvent confus. On se dispute tout le temps. Elle me reproche d'avoir écouté quelqu'un d'autre. Elle dit que tu cherches à nous séparer. Je ne sais plus quoi penser. Mais moi, je savais. Lucie ne supportait qu'une seule chose, que sa version du monde ait été détruite. Car elle vivait dans un système qu'elle avait construit elle-même. Manipulée, orientée, isolée, contrôlée. Et dans ce système, je n'étais qu'un obstacle. Une ombre inutile. Une femme âgée qui dérangeait par son bon sens, sa mémoire, sa loyauté envers la vérité. Quand cet obstacle s'est levé, tout s'est écroulé. Quelques jours après Noël, j'ai reçu un message inattendu de la mère de Lucie, une femme que je connaissais à peine, mais qui semblait porter depuis longtemps un fardeau similaire. Je suis désolée pour ce qu'elle vous a fait. Ce n'est pas la première fois qu'elle dépasse les limites. Je voulais que vous le sachiez. J'ai ressenti un pincement de compassion. Même les personnes toxiques ont une histoire. Mais ce n'était pas mon rôle de réparer cette famille-là. Pendant que leur maison s'effritait, la mienne devenait plus claire, plus apaisée, plus vivante. Je me préparais à déménager, la vente avançait vite. Je triais mes affaires sans amertume. Chaque objet que je gardais avait une raison. Chaque objet que je jetais m'enlevait un poids. Pour la première fois, je n'étais plus une mère qui attend. J'étais une femme qui avance. Thomas, perdu, venait me voir régulièrement. Il me regardait avec une sorte de reconnaissance timide, comme s'il redécouvrait quelque chose qu'il avait laissé s'éteindre. « Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit avant ?» J'ai souri. « Parce que je t'aimais assez pour me taire. Et maintenant, je m'aime assez pour parler. » Un soir, il s'est effondré en larmes. Une détresse brute, de celle qu'on voit rarement chez les hommes. « J'ai peur, maman. J'ai tout gâché, tout perdu. » Je l'ai pris dans mes bras, comme autrefois, mais avec une différence. Ce n'était plus moi qui le soutenais, c'était la vérité. « Tu n'as rien perdu, » ai-je murmuré. « Tu as juste retiré un voile devant tes yeux. » Il a respiré, lentement. « Et toi? Tu vas où maintenant ?» Je me suis levée. J'ai regardé par la fenêtre la ville qui brillait doucement. Là où on me respecte, Thomas. Là où on m'attend peu, être. Là où je peux recommencer. Il n'a pas répondu. Mais je sais que cette phrase a planté une graine dont il aurait besoin pour comprendre la suite. Et c'est ainsi que, pendant que leur couple se fissurait, moi je renaissais, tranquillement, sans vengeance, sans violence, sans cri, juste avec cette lumière douce que l'on retrouve lorsque l'on choisit enfin sa propre vie. Ce que je venais de déclencher n'était pas une destruction, c'était un réveil, le leur, et le mien, plus confiant. Sa voix portait des traces de fatigue, mais aussi de lucidité retrouvée. « Maman, tu me manques, m'a-t-il dit un soir. « Toi aussi, ai-je répondu. J'aimerais venir te voir. Quand tu voudras. » Je ne lui en voulais plus. La blessure existait, oui, mais elle n'était plus vive. Elle faisait partie du passé, un passé qui ne m'enchaînait plus. Et surtout, il apprenait.
Il faisait le chemin. C'était son travail, pas le mien. Lucie, elle, ne m'a jamais contactée. Je n'attendais rien d'elle. Rien du tout. Ce silence-là n'était pas une absence, c'était une délivrance. Je savais qu'elle essayait de réparer son mariage, ou peut-être de le sauver pour de mauvaises raisons. Mais ce n'était plus mon affaire. Je ne voulais plus vivre dans l'ombre d'une femme qui avait pris plaisir à m'humilier. Je me reconstruisais ailleurs. Et chaque jour, la mer déposait un peu plus de paix sur mon rivage intérieur. Au village, j'ai commencé à fréquenter un petit café tenu par un homme nommé André. Un ancien professeur de littérature, toujours prêt à discuter d'un roman, d'une saison, d'un souvenir. Nous parlions longuement. Jamais de ma famille, jamais de Noël, jamais de Lucie. C'était volontaire. J'avais besoin d'un endroit où je n'étais pas la mère de Thomas. Juste Hélène. Un soir, en refermant mon carnet bleu devant lui, il m'a lancé. « On dirait que vous écrivez un livre. »« Non, ai-je répondu. J'écris ma vie. »« C'est la même chose, a-t-il murmuré. Peut-être avait-il raison. Avec le temps, quelque chose d'inattendu s'est produit. Je n'attendais plus l'approbation de personne. Je ne cherchais plus à plaire. Je ne cherchais plus à réparer. Je n'étais plus la femme blessée dont il s'était moqué. Je n'étais plus la mère effacée qui attendait un merci. Je n'étais plus celle qu'on mettait de côté. J'étais une femme âgée, oui, mais une femme libre. Une femme qui avait survécu à l'ingratitude, une femme qui avait choisi la paix. Et dans la douceur du matin, le vent de la mer me soufflait une vérité simple. On peut renaître à tout âge. Il suffit d'ouvrir la porte et de sortir de la pièce où l'on souffre. La lumière du matin glissait entre les rideaux, douce comme une main posée sur l'épaule. Je m'étais réveillée avant le soleil, une habitude d'autrefois, mais qui avait changé de couleur depuis que j'habitais près de l'océan. Autrefois, je me levais pour cuisiner, pour préparer les petits déjeuners, pour remplir des journées consacrées aux autres. Aujourd'hui, je me levais pour moi, pour sentir le vent, pour contempler l'aube, pour écouter ce silence nouveau, non plus imposé, mais choisi. Je me suis dirigée vers mon balcon. La mer était encore sombre, presque mauve, comme si elle hésitait entre la nuit et le jour. J'ai inspiré profondément. L'air marin avait ce goût de recommencement, un goût que l'on reconnaît quand on a trop longtemps vécu dans l'attente, dans le renoncement silencieux, dans l'invisible fatigue des femmes qui donnent sans recevoir. Ce matin-là, j'ai ouvert mon carnet bleu, le carnet dans lequel j'avais consigné chaque humiliation, chaque douleur, chaque prise de conscience. Les pages étaient pleines d'une écriture parfois tremblée, parfois ferme, parfois presque rageuse. C'était un miroir, un fragment de mon âme, brisé puis recollé. Je les feuilletais en silence. Les mots ne me faisaient plus mal. Ils ne brûlaient plus. Ils étaient devenus des marches qui m'avaient guidée hors de l'ombre. Je me suis surprise à murmurer « Tu as traversé tout ça, Hélène. Et tu n'as pas plié. » Ce n'était pas de la fierté. C'était un constat, sobre, réel. Vers 10 heures, Thomas m'a appelé. Je voyais son nom s'afficher sur l'écran, entouré du bleu clair de cette modernité que je comprenais mal, mais que j'avais appris à apprivoiser. J'ai décroché. Sa voix était douce, hésitante, comme celle d'un homme qui marche sur un sol qu'il ne maîtrise plus. « Maman, tu es bien arrivée ? » « Depuis longtemps, Thomas. Depuis plus longtemps que tu ne le crois. » Il y eut un silence de fils qui comprend que sa mère parle d'autre chose que d'une adresse postale. « J'aimerais venir te voir, » a-t-il dit. « Tu seras toujours le bienvenu. » Il a pris une inspiration. « Je veux que tu saches, je suis en train de changer. J'essaie, en tout cas. Je ne veux plus te faire de mal. » Ces mots n'étaient pas parfaits. Ils n'effaçaient rien. Mais ils n'avaient pas besoin d'effacer. Ils avaient juste besoin d'exister. « Je sais que tu essaies, » ai-je répondu. « Et je voudrais te dire une chose, » a-t-il ajouté. « Oui, je ne veux plus que tu cuisines pour me faire plaisir. Je veux qu'on partage autrement. Peut-être un jour, tu me montreras tes recettes. Peut-être que je les comprendrai mieux. » J'ai souri. Pour la première fois depuis longtemps, son regard se tournait vers moi, non pas pour juger, mais pour apprendre. « Nous verrons, » ai-je murmuré. Chaque chose en son temps. Nous avons parlé encore quelques minutes, rien de grave, rien de lourd. Des mots simples, des mots réparateurs. Quand je raccrochais, je n'étais ni euphorique, ni bouleversée. Juste sereine. Comme quelqu'un qui accepte enfin que l'amour, même abîmé, peut apprendre à marcher différemment. L'après-midi, je suis retournée à la mer.
Les vagues venaient mourir sur le sable avec cette régularité apaisante qui rappelle que tout, même la douleur, finit par s'adoucir. Je me suis assise sur un banc de bois, face à l'horizon. Je pensais à ma vie, à Pierre, à Thomas enfant, à Lucie, à tout ce qui s'était brisé et à tout ce qui s'était reconstruit autrement. On dit souvent que les femmes de mon âge doivent apprendre à renoncer, à s'effacer, à ne pas déranger, à devenir transparentes pour ne pas froisser les jeunes générations. Mais c'est faux. Nous n'avons pas à disparaître. Nous n'avons pas à nous excuser d'être vivantes, de penser, de sentir, de refuser l'injustice. Nous avons le droit d'être présentes, le droit d'exister, le droit de nous relever, et peut-être même le droit de renaître. Alors que le soleil déclinait, j'ai refermé mon carnet bleu. Je n'en avais plus besoin désormais. Je ne le brûlerai pas, ce serait nier tout le chemin parcouru, mais je le rangerai. Comme un chapitre terminé, pas oublié, terminé. Puis j'ai murmuré, pour moi, pour les femmes silencieuses, pour celles qui se croient faibles, pour celles qu'on veut effacer. Tu t'es relevée, Hélène. Tu n'as peut-être pas gagné une bataille spectaculaire, mais tu as gagné la seule qui comptait, celle de retrouver ta vie. Le vent a glissé autour de moi. Comme une réponse, je me suis levée, j'ai fait quelques pas vers la mer. Et, sans honte, sans peur, sans le moindre poids dans la poitrine, j'ai laissé venir ce qui devait venir. Un dernier regard posé sur tout ce que j'avais fui, et un sourire offert à tout ce que j'avais choisi. Puis j'ai prononcé, dans un souffle, les mots qui résument tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai traversé, tout ce que je suis devenue. Le silence peut aussi être une forme de justice. ChatGPT can make mistakes. Check important info.